Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce vendredi matin sur Radio Taxi FM Lomé pour la grande messe de vendredi. Taxi Presse, c'est avec Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous, Credo Tété, le patron du journal Le Médium, Ferdinand Haïté, le patron du journal Alternative et Fabrice Pecchesi, le patron du journal Le Libéral. C'est avec eux que nous analyserons et commenterons l'actualité de ces derniers jours. Une nébuleuse affaire met en ébullition l'université de Lomé, beaucoup plus la faculté des sciences de la santé. Le vice-doyen, professeur Majesté Iou Ateba est en garde à vue depuis 3 jours maintenant dans les locaux de la gendarmerie nationale. Aucune information officielle n'est encore sortie sur les charges retenues contre lui, mais c'est-à-dire que l'affaire fait grand bruit au point où les professeurs de la faculté ont annulé tous les examens. Ce matin, les étudiants devant la faculté des sciences de la santé ont manifesté leur mécontentement face à cette situation. Un autre professeur David Dosset, est depuis hier interrogé par les services du SRI, service du renseignement. On va revenir sur ce sujet et sur bien d'autres inscrits dans le magazine de ce matin. Sur Taxi FM, l'info roule. Taxi Presse. Et nous démarrons avec le quotidien Liberté. Liberté qui évoque la dernière rencontre de la coalition de l'opposition avec le président ghanéen. Ce que Nana Akufo-Addo et l'opposition se sont dit à Accra. C'est ce que vous lirez dans le journal La Coalition sur soir aux manifestations. Madame Adjamagbo qui dit les populations ont été bel et bien tabassées à Kparataou. Vous lirez l'article dans le journal. Détention au SRI du professeur Iou Wateba. La famille dénonce une cabale, les activités de la faculté à l'arrêt. Le professeur David Dosset et son fils également convoqués au SRI. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis évacuation des ordures ménagères à Goué-Assiyeye, vendeuses et clientes exposées aux maladies diarrhéiques. Vous lirez tous ces sujets dans le quotidien Liberté. Le quotidien Forum de la semaine. Politique, Nana Akufo-Addo demande à la coalition de surseoir à sa prochaine manifestation. Vous lirez l'article dans le journal. Politique encore avec Gilbert Bawara. Le chef de l'État compte parvenir à un compromis avec l'opposition. L'article est découvert dans le journal depuis par rapport au Conseil des ministres. Société, bientôt les litiges fonciers ne seront plus qu'un vieux souvenir au Togo. Vous lirez l'article dans le journal Le Quotidien Forum de la semaine. Le billet hebdomadaire L'Union pour la patrie, à l'image des nombreux fake news pour ternir l'image du Togo, du pays, l'expédition punitive de Kparatao, un mensonge grossier, note notre confrère. Pour ses efforts en matière d'aménagement forestier, le Togo choisit pour abriter la session 2019 sur les bois tropicaux. Et puis notre sujet lié donc à la réalisation des infrastructures de l'agroparc de Brokou, des mesures d'atténuation déjà prévues contre les effets négatifs. Le billet hebdomadaire L'Alternative, méthode d'un État voyou, professeur David Dosset visé à travers Majesté Iou, c'est ce que révèle notre confrère, de l'apprenti rebelle au conseiller juridique du régime moribond, c'est notre titre que vous lirez dans le journal. Politique, la coalition reporte les manifestations et met la pression sur la facilitateur. La pression sur la facilitation, voilà, vous lirez l'article dans le journal. Et puis résolution de la crise sociopolitique togolaise, les femmes appelées à leur responsabilité. L'autre billet hebdomadaire, c'est l'éveil de la nation. Annonce de reprise des marches de l'opposition. Le facilitateur s'oppose, la coalition se rébiffe. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis le processus de mutation à la direction de transport routier ferroviaire. Les vraies raisons qui sous-tendent l'entrée en jeu d'un huissier ou d'un notaire. C'est sur cela que le confrère revient ce matin. Le journal qui parle également de la journée internationale de la femme. Fort Gnassingbé. Aux femmes togolaises, vous êtes le ciment de la nation, a-t-elle dit sur son compte Twitter ces dernières heures. Et puis, supposé passage à tabac des populations de Kparatao par les forces de l'ordre quand l'opposition utilise des fake news pour justifier sa volonté de maintenir le Togo dans la crise. C'est à lire dans le journal L'éveil de la nation.
Il y a aussi le journal Le Tonnerre, poursuite du processus électoral et menace de reprise des manifestations. Retour à la case départ, écrit le journal. L'opposition reporte donc d'une semaine les manifestations. Le salut viendra-t-il d'Accra, s'interroge notre confrère Le Tonnerre. À l'université de Lomé, convocation de 2 professeurs de la faculté de médecine au SRI. Que se passe-t-il au juste? C'est l'interrogation du journal Le Tonnerre. Vous lirez l'article dans le journal donc ce matin. Il y a aussi Togo Réveil. Togo Réveil qui revient sur la célébration de la journée internationale de la femme au Togo. Fort Gnassingbé aux femmes togolaises. Vous êtes le ciment de la nation togolaise. Reprend aussi le journal Togo Réveil. Et puis le forum présidentiel de la jeunesse en avril. Les ateliers régionaux démarrent aujourd'hui. Et concernant l'opposition, sous la double pression du ministre Yarka et du facilitateur, la coalition annule les manifestations programmées. Tout cela, c'est dans le journal Togo Réveil ce matin. Il y a aussi le Canard indépendant avec un grand dossier sur la journée internationale de la femme, violence dans les foyers, ces femmes qui souffrent dans le silence. C'est ce que relève ce matin notre confrère. La coalition des 14 sursoit à la série des marches et exige une enquête sur Paratao. C'est ce que vous lirez dans le journal. Et puis Fort Gnassingbé qui souhaite parvenir à un compromis avec l'opposition. Vous lirez l'article là aussi. Et puis la toute première conférence de presse de Claude Leroy depuis la dernière canne à laquelle le Togo a participé. Et il dit « On travaille pour l'avenir tout en préservant le présent ». Vous lirez le technicien français du Togo dans le journal Le Canard indépendant. Le dernier journal aussi avec nous ce matin, c'est le Mérite sportif. Le Mérite sportif qui parle de l'AS Togoport aux portes des poules de la Ligue africaine des champions. Et puis le coaching, un métier ingrat au Togo. Le confrère a choisi 3 photos pour illustrer l'article. Celle de Jules Koudjodi, de Wadi Alantam et de Yao Fortuné. Et puis journée FIFA, tournoi de Toulon, le roi s'explique. Tout cela à découvrir dans le hebdomadaire, le bimensuel, le Mérite sportif. Outre le Mérite sportif, vous avez l'indépendant, beaucoup plus le Canard indépendant, voilà. Vous avez le quotidien Liberté, le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Togo Matin aussi qui est dans le kiosque ce jour. J'allais l'oublier, le confrère qui parle de la journée du 8 mars. Fort Gnassingbé salue la bravoure de la femme togolaise. Et puis Forum présidentiel de la jeunesse, les activités préparatoires lancées. L'article à découvrir dans le quotidien Togo Matin. Vous avez le bi-hebdomadaire L'Alternative qui est aussi dans le kiosque, l'hebdomadaire Le Tonnerre. Il y a l'hebdomadaire Togo Réveil. Vous avez le bi-hebdomadaire L'éveil de la nation. Et le bi-hebdomadaire L'Union pour la patrie et le quotidien Forum de la semaine. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Et on va y aller avec les confrères qui sont en studio. Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous. Bonjour Abi. Oui, bonjour confrère, bonjour à ta rédaction, à tous les confrères ici et à tous ceux et celles qui nous écoutent. Vous allez bien? On rend grâce à Dieu. Bon Juma à tous les frères et sœurs musulmans. Bien. Bonjour Credo Tété. Bonjour Eric, bonjour à tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Fabrice Petiesi. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Ferdinand, bienvenue, rebonjour. Bonjour confrère, bonjour à tous les auditeurs. Et je voudrais que nous commençons avec cette histoire qui se passe à l'université de Lomé. C'est l'actualité depuis 3 jours maintenant où le professeur Majesté Iou Ouateba, le vice-doyen de la faculté des sciences de la santé qui est en garde à vue depuis 3 jours maintenant à la gendarmerie nationale, interrogé toujours par les services de renseignement. Ferdinand Haïté, vous en avez parlé ce matin, le confrère de le quotidien Liberté aussi en a parlé ce matin. Alors, qu'est-ce qui se passe juste au niveau de, je vais dire, de Iou Ouateba aujourd'hui? Que se passe-t-il? Non, je crois que tout est parti, ou tout serait parti des allégations de manipulation de notes à la faculté des sciences de la santé, c'est ça? Oui, c'est ça. À l'époque, on appelait ça la faculté de médecine, où le professeur Iou est le vice-doyen, ou le premier vice-doyen. C'est une affaire qui a commencé l'année dernière. Ça concerne l'année académique 2016-2017. Et semble-t-il que 2 étudiants, un qui s'appelle Capisoli et un autre qui s'appelle Sechi,
voilà les 2 étudiants dont les noms reviennent qui seraient derrière la plainte, se seraient plaints d'avoir été défavorisés ou lésés lors des évaluations et que un courrier aurait été adressé à l'époque à la présidente de l'université. Alors, on ne sait pas ce qui s'est entre-temps passé pour que la gendarmerie s'invite dans le dossier, parce que les affaires universitaires se règlent selon les normes de l'université. C'est comme vous êtes dans un établissement scolaire. Si un élève a été pris en flagrant délit de tricherie, on l'appelle au conseil de discipline. On essaie d'établir les faits, on lui donne la parole, et puis après, on le sanctionne. À l'université, il y a une faculté, il y a un conseil de faculté, et puis à la présidence de l'université, il y a un conseil, il y a même un conseil de discipline. À l'époque, quand on était étudiants, ceux qui se permettaient de vouloir tricher, lorsqu'ils sont arrêtés, certains prenaient 2 ans, certains prenaient 3 ans, étaient exclus de l'université. Et donc, ces 2 étudiants dont je viens de citer les noms, le premier a été exclu de la faculté, celui qui s'appelle Capisoli, pour insuffisance de résultats. À la médecine, à l'époque, ça ne blague pas. Et puis le second, Séchi, a été autorisé à redoubler. Alors, lorsque l'affaire a commencé et que la gendarmerie s'en est mêlée, il semble que le vice-doyen avait été interrogé et que, bon, il y a eu un certain nombre de choses qui avaient été faites, mais visiblement, les choses n'avaient pas évolué. Et un jour, les enquêteurs seraient revenus pour soi-disant essayer de comparer les notes avec les notes d'autres étudiants. Et donc, on leur a ouvert les registres des notes. Et dans cette fameuse comparaison, au cours de cette fameuse comparaison, comme par hasard, il tire au sort un étudiant qui se trouve être le fils du professeur Dossé avec qui il compare les notes des autres. Et c'est comme ça que l'affaire a commencé. On était en octobre de l'année dernière. Les choses se sont calmées et puis subitement ces jours-ci, le dossier est revenu au devant de l'actualité. Le professeur Iou est convoqué depuis mardi et il est au SRI. Il a été interrogé mardi. Le mercredi, toute la journée, il n'a pas été interrogé. Le jeudi, toute la journée, il est resté au SRI, il n'a pas été interrogé. Hier, il n'a pas été interrogé. Donc, il a dépassé le délai de garde à vue de 72 heures. Normalement, on devait le déférer au parquet si il y a des charges qui sont retenues contre lui. Le parquet prolonge la garde à vue alors que le monsieur a passé déjà 48 heures sans être interrogé. Et hier, son collègue, le professeur David, dont on a tiré au sort son fils pour comparer les notes, a été convoqué au téléphone pour être au SRI avec son fils. Donc, il est allé le matin, il a été interrogé, mais pas avec son fils. Il est retourné l'après-midi, il est assisté de maître Claude Amégan. Et ce matin, il est retourné avec son fils où ils sont actuellement. Voilà de façon ramassée le déroulement des faits. Tel que les choses se sont passées jusqu'à maintenant. Merci d'avoir planté le décor, mais quand on lit votre article ce matin, vous semblez dire que en réalité, le professeur Majesté Iou Ateba est visé, mais beaucoup plus, c'est le professeur David Dossé qui est visé dans cette affaire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oui, certainement que il y a des choses qu'on nous cache de notre analyse. Vous savez, d'abord, en commençant par le professeur Iou, l'année dernière, lorsque les 2 professeurs d'université et les 2 professeurs de médecine étaient décédés dans des conditions difficiles, il y avait un médecin qui a écrit une note ouverte. Oui, que vous avez publiée dans l'alternative. Nous avons publié dans l'alternative. Alors, cette note ouverte que nous avons publiée dans l'alternative, un autre médecin a répondu à ce truc-là et ça a circulé sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Alors, le professeur Iou a fait un audio. Cet audio, peut-être les gens l'ont, moi je l'ai encore. Oui, je l'ai écouté au côté. Voilà. Et dans cet audio, il a démonté celui qui défendait les conneries, tout ça, et a essayé de dire comment est-ce que on peut relever les structures sanitaires, les hôpitaux, tout ça, et les doter de plateaux performants et sauver les vies humaines. Et en passant, il a égratigné le ministre
de la santé. Oui. Et cet audio, qui était un audio qu'il a envoyé à quelqu'un en privé, a circulé. Parce qu'il a dit des choses dans la colère, il s'est lâché. Et donc, il se peut que cet audio, tel que ça a circulé, soit peut-être le début de ce qui lui arrive aujourd'hui à travers tout ce qu'on est en train de voir là. Maintenant, le professeur David Dosset, tout le monde connaît son engagement. Son engagement politique. D'abord syndical, oui. Ensuite citoyen et peut-être politique. Il n'a pas la langue dans sa poche, il dit les choses telles qu'elles se présentent. Et vers la fin et son activisme aussi sur le campus est connu lorsqu'il faut signer des lettres ouvertes, tout ça, ça mobilise les camarades, les professeurs. Et au mois de novembre, on avait appris qu'on planifiait plus ou moins son arrestation. Bon, c'est des choses qu'on n'avait pas relayées dans la presse à l'époque. Et on tournait autour de lui, on a ouvert un fichier, on collectait des informations sur lui, ses déplacements, ses fréquentations, ses téléphones, partout où il passait. Il semble que sa maison a été cambriolée. Et il a une maison dans la banlieue où il n'habitait pas encore, a été cambriolée 3 fois dans le même mois. C'est-à-dire que les gars sont venus. Ce ne sont pas des voleurs ordinaires. Non, ils n'ont rien pris, ils sont venus. Une fois, ils s'arrangeaient toujours à venir quand il n'y avait personne dans la maison parce qu'ils n'habitaient pas encore. Et ils cambriolaient tout, ils fouillaient même sous les matelas et tout et tout. Et ils sont venus comme ça 3 fois dans la maison, fouiller de fond en comble sans rien prendre. Donc, il y avait déjà des signes qu'il y avait quelque chose qui se passait. Parce que des loupards viennent chez vous pour fouiller vos maisons et sans rien prendre, ça cache quelque chose. Et donc, tous ces éléments, nous, on avait ça à l'époque. Mais on n'avait pas publié. Et donc, aujourd'hui, quand vous voyez le scénario tel qu'il est monté et la manière dont on a tiré au sort, comme par hasard, son fils, pour comparer aux notes des autres et commencer par dire pourquoi celui-ci a eu de très bonnes notes et que les autres n'en ont pas. Et à partir de ça, on convoque des professeurs agrégés, des médecins, des gens d'une certaine valeur à la gendarmerie pour un problème qui est de l'ordre universitaire académique. Il y a forcément un problème. Alors, aujourd'hui, Credo, quand on parle de tripatouillage de notes, on comprend que ce n'est plus... Si c'est ça la raison fondamentale, et si on est coupable de ça, ce n'est plus une faute professionnelle, ça relève du pénal. Oui, mais à écouter le récit ou bien l'exposé de Ferdinand, donc à la base, je crois que c'est une plainte qui serait venue de 2 étudiants et lorsqu'on fait les investigations, on est amené à parler de cette affaire de tripatouillage de notes. Mais officiellement, selon le conseil de professeur Iou à Teba, officiellement, il n'y a pas encore de plaignant. On ne trouve personne qui se plaigne. Oui, c'est ce que le conseil a dit, mais moi je pars de... Mais il y a 2 noms dans le dossier. C'est l'exposé que Ferdinand vient de faire, qui a cité 2 noms. Ouais. Donc, je suis sûr, Ferdinand, s'il a cité les 2 noms, c'est parce qu'il a eu à lire le dossier autre là. Mais moi, je crois que cette affaire, nous devons la prendre avec des pincettes et nous devons éviter d'aller dans des analyses. Vous semblez dire qu'il y aura des manipulations derrière cette affaire? Non, je ne parle pas en termes de manipulation, mais n'étant pas au parfum même de ce dossier, je ne vais pas aller dans les spéculations, mais tout ce que nous souhaitons, c'est que cette affaire soit tirée au clair très rapidement et tout ce qu'il y a comme suspicion, qu'on puisse donner des coups de lumière là-dessus. Alors, c'est quand même curieux qu'il y a une affaire qui se passe à l'université de Lomé, que ce ne soit pas la présidence de l'université qui gère cette affaire de notes, le tripatouillage de notes, mais que ce soit la gendarmerie que ça se passe. Est-ce que c'est quand même pas étonnant? Non, c'est pas étonnant dans la mesure où à l'université, vous n'avez pas des gens formés pour faire des enquêtes. Ici, il ne s'agit pas d'un flagrant délit. Car, par exemple, quand on organise des examens à l'université, il y a des gens commis pour faire les surveillances dans les salles. Et lorsqu'on vous prend là-bas, par exemple, c'est avec des preuves, soit vous avez des documents avec vous, ou alors on vous a vu échanger ceci ou cela avec des preuves. Et là, le conseil de discipline au niveau de l'université table là-dessus et parfois on flanque aux gens des années et autres. Mais ici, jusqu'alors, c'est une présomption. On n'a pas encore dit. Et donc, c'est une enquête qui est en train d'être faite. Et on peut, à l'issue de l'enquête, conclure qu'il n'y avait rien ou alors
dire qu'il y a vraiment quelque chose. Bon, ça, ce que Ferdinand vient de dire, je sais que Ferdinand est très proche du professeur Doucet, il a forcément sa version. Mais qu'est-ce que le SRI a comme élément? Toi et moi, nous ne pouvons pas le savoir jusqu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de communication officielle sur le sujet. Jamais. Donc, forcément, comme l'a dit Credo, c'est un peu difficile de s'aventurer dans un dossier comme ça où on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui se passe réellement et autres. Abi Alpha. Oui, je crois que s'il y a eu triche ou bien manipulation de notes, s'il y a eu mauvaise volonté d'un procès, ce n'est pas la première fois que ça arrive à l'Université du Bénin, du moins ça. Il y a eu un cas en 92, 93. Moi, je te parle de mon cas. En 2000, quand nous on était en troisième année, notre année de licence, je me rappelle, nous on est sortis en première session, mais les gens ont beaucoup échoué par la faute d'un professeur du nom de Adotevi. Il enseignait juste la traduction, mais c'était je ne dirais pas un mauvais professeur, mais il était tellement méchant. Le constat était que la plupart des échecs, c'était dû à lui. Nous, les admis de la première session et les échoués, on a fait front pour le chercher. C'était même difficile de trouver sa maison. Et finalement, on a pu le dénicher quelque part. Et puis, ce n'était pas facile. On a pu remettre les gens dans leurs droits. C'était une démarche académique, universitaire, ce n'était pas facile. Et à l'époque, Ferdinand était témoin, mais lui était seulement dans une autre fac. Et ça a été, c'est-à-dire géré dans une sphère totalement académique jusqu'à ce que les gens, les étudiants qui étaient lésés, c'est-à-dire soient restitués dans leurs droits. Donc moi, je pense que ce n'est pas la première fois que des soupçons de triche ou bien je ne sais pas quoi, ça s'invite dans les relations inter-étudiants et choses professeurs. Maintenant, le fait que ça aille au SRI de cette façon, moi, je ne m'inscris pas à faux par rapport à ce qu'a dit Fabrice, mais ça sent de la manipulation. Parce que si les gens sont aussi soucieux du bien-être d'un certain éthique au niveau intellectuel, je crois qu'il y avait mieux à faire. Vous vous rappelez ici, pas plus tard que l'année passée, ça ne fait même pas encore 12 mois actuellement, quand Ferdinand publiait ici le scandale au bac. Un scandale où on a pris les gens la main dans la poche, où les étudiants dans un lycée d'à côté ici avaient créé un forum WhatsApp essentiellement pour tricher au bac. Et ils sont pris avec les professeurs, ils sont pris la main dans la poche. Qu'est-ce que ce dossier a donné? Entre-temps aussi, je vous ai parlé ici du directeur de l'ENES Atakpame qui prenait 1,2 million chez les candidats pour qu'ils les fassent réussir à l'examen d'entrée à l'ENES. Entre-temps, on a jeté une cinquantaine de professeurs bénéficiaires de cette fraude-là en prison. Actuellement, ça devient quoi? Donc, il y a plein de cas d'exemples qu'on peut citer ici si les gens veulent vraiment assainir le milieu académique. Donc, mais c'est important aujourd'hui dans cette affaire de l'université qu'on puisse chercher à savoir ce qui se passe au fond. Si à la moindre pécadille, on peut procéder ainsi pour les trucs. À quoi sert l'administration universitaire? Au niveau de la faculté de la médecine, à quoi Fabrice a dit, ils ne sont pas formés pour enquêter. S'il vous plaît. Il y a des gens qui peuvent enquêter. Si ça dépasse la faculté de médecine, il y a la présidence de l'université, tout un armada de responsables là-bas, le président, le vice, tout ce que vous savez. À quoi ils servent? Si pour des trucs comme ça doit s'inviter Manu Militari au série ou tu sais, moi, tout porte à croire que les gens ne valorisent pas le savoir à sa juste. On n'est pas encore à ce niveau. Excusez-moi, bien fait. C'est à ça que ça ressemble. C'est à ça que ça ressemble quand on trimballe pour des menus frétins, des professeurs agrégés devant des trucs comme ça qui ne tiennent pas sur les pieds. Vous allez voir d'ici les jours qui viennent, vous allez voir ce que ça va révéler. Moi, je ne partage pas l'avis de Fabrice pour la simple raison que il ne dit nulle part que c'est on prend quelqu'un en flagrant délit, on le traduit et que l'université n'est compétent que pour ça. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le cadre universitaire, c'est quand vous allez à l'école et qu'il se passe quelque chose, une manipulation de notes, une manipulation de bulletins ou quoi que ce soit,
on n'invite pas la gendarmerie pour venir. Oui, mais ça, ce sont des étudiants qui ont fait la démarche, visiblement. Non, attendez que je vienne. Les étudiants n'ont pas saisi. En lisant votre article, vous avez dit que c'est la présidence qui a livré ses collègues. Les étudiants n'ont pas saisi la gendarmerie. Les étudiants n'ont pas saisi la gendarmerie. Les étudiants ont adressé leur plainte à la présidente de l'université. Justement. Et la présidente de l'université se devait de convoquer un conseil de l'université. Et même avant le conseil de l'université, il faut convoquer un conseil de la faculté. C'est pour ça qu'il y a tout un organigramme dans une faculté. Parce que c'est la faculté qui est la première responsable de tout ce qui se passe à ce niveau-là. Quand nous, on était à l'université, on était à la fac, s'il y a un problème à la fac des lettres, par exemple, c'est la faculté d'abord. Vous semblez dire que c'est la présidente de l'université qui a saisi les SRI? Je n'ai pas dit ça, mais je dis, si les jeunes ont transmis un courrier de plainte à la présidente de l'université et que la présidente de l'université n'a pas fait diligence pour convoquer les professeurs ou pour convoquer un conseil de discipline et que l'affaire tombe dans les mains du SRI, forcément quelqu'un a saisi le SRI. Et ça, il faut qu'on le sache. Forcément quelqu'un a saisi le SRI parce que le SRI n'est pas arrivé dans le dossier comme un cheveu dans la soupe. Quelqu'un a forcément saisi la gendarmerie. Ou soit, il y a quelqu'un derrière les plaignants qui a un lien avec la gendarmerie. Et cette personne n'est pas visible encore aujourd'hui. C'est ça. Donc, il faut que les choses soient claires. Donc, moi, quand j'ai parlé ici, je vous ai donné le nom de ceux qui se plaignent. Oui. Moi, j'ai parlé avec les conseils de ces gens. Je n'ai pas parlé avec les concernés, mais j'ai parlé avec les conseils. C'est la même chose. J'ai parlé avec les conseils, j'ai voulu savoir. Oui, je suis journaliste, quand je fais un article, la moindre des choses, c'est de demander aux avocats qu'est-ce qui se passe. Non, ce n'est pas une question de leur version. Nous avons le cerveau pour analyser les choses. Nous sommes suffisamment intelligents en tant que journalistes pour savoir que ça ne doit pas se passer comme ça. Est-ce que c'est normal que... Toi, tu sais... Excuse-moi. Je prends ça comme une injure. Non, c'est pas une injure. Ne peut pas me dire ici que nous sommes suffisamment... Moi aussi, j'ai fait l'université comme toi. J'ai fait l'université comme toi et je sais comment la chose... Qu'est-ce que j'ai dit ici? Est-ce que quand j'ai pris la parole ici, j'ai dit oui, tel a triché ou tel a fait ça? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ce que Ferdinand dit, on sent qu'il est très proche des concernés et il a les vertus. Tu me dis avocat. Je sais ce que c'est qu'un avocat dans une affaire. Un avocat qui défend un client. C'est pas manière d'exposer le client. C'est pas manière. Pourquoi tu défends le SRI? Je ne défends pas le SRI. J'ai dit juste aujourd'hui, on n'a pas la version du SRI pour savoir c'est quoi exactement. Donc je reviens pour dire. Non, attendez. Non, vous n'allez pas revenir. Attendez. On va parler de ça comme vous voulez. Je vous donne la parole à Fabrice. Moi, ce que je sais, Fabrice a été enseignant. Si vous êtes enseignant dans un lycée et qu'il se passe quelque chose dans le lycée en termes de tricherie, c'est le lycée qui s'en occupe. D'abord. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Je vais te donner un exemple. Non. Pourquoi il y a la police quand on organise le bac? Non, je ne parle pas de bac. C'est pour la sécurité. C'est quand on prend quelqu'un à qui on confie. Elle embarque. C'est pour cela que je dis dans ce cas, il n'y a pas eu de flagrant délit. Je donne la parole à Ferdinand. Je pense qu'on a suffisamment écouté ce que vous voulez dire. Je donne la parole à Credo maintenant. Non, mais moi, ce que je voudrais dire à l'analyse de tout ce que les confrères disent, il faut que nous dépassionnons le débat et que, en tant que journaliste, qu'on s'en tienne seulement à des analyses. Moi, j'ai apprécié l'exposé des faits que Ferdinand a fait, en nous révélant même les noms des deux étudiants et autres là. Mais il ne faut pas, si les noms des deux étudiants sont sortis, c'est qu'à un certain moment, ces deux étudiants auraient joué un rôle. Et le rôle, c'est peut-être amener l'affaire devant à la connaissance. De la gendarmerie? Non, pas de la gendarmerie prioritairement, mais de la présidence de l'université et autres là. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans le piège aussi de prêter des intentions à la présidence de l'université parce que, avant de venir ce matin, on a suivi une émission en vernaculaire sur une radio de la place où un des animateurs disait franchement que non, qu'à un certain moment qu'il y aurait des professeurs sur le campus qui reprocheraient ou bien qui ont osé dire non au président de l'université qui a tenté de les emballer dans la mouvance unir et que que ce serait la conséquence et autres là. Donc c'est dire que tout le monde va dans son sens et là, on ne permettrait pas la manifestation de la vérité. Aujourd'hui, personne d'entre nous, même à ton pire ennemi, tu ne souhaiterais pas ou bien tu ne serais pas content de le voir dans les mailles de la gendarmerie ou de la police et autres là parce que les manières ne sont pas les mêmes et autres là. Le débat qu'on fait ici, lorsque vous allez à la DPJ ou bien au SRI, la méthodologie aussi est autre et autres là. Tout ce qu'on va souhaiter pour ces deux professeurs, c'est qu'ils sortent d'affaires et autres là. Maintenant, aller jusqu'à faire le rapprochement
clairement que le professeur David Dossey serait recherché, autre là. Parce qu'on a dit clairement que lorsque cette affaire a commencé en octobre 2017, c'est pas que la gendarmerie avait voulu comparer la note de ces étudiants défavorisés avec un autre étudiant qui est l'enfant, qui serait l'enfant du professeur Dossey et autres là. Donc moi je me dis, même si l'enfant du professeur Dossey a eu les notes comme cela se doit, mais par quelle alchimie on peut faire le rapprochement pour incriminer son papa? Ça c'est une interrogation que je me pose et autres là, parce que les informations nous ont dit... Pourquoi on convoque le fils et le père? Non, l'information c'est que lorsqu'on a appelé le professeur Dossey, donc on lui a dit de se présenter avec son enfant et autres là. Donc je crois que c'est de bonne loi que le professeur aille écouter ce que la gendarmerie va dire. Ils sont et c'est ce qu'ils sont en train de faire autre là. Mais il ne faudrait pas que nous... Qu'il y ait de l'amalgame. Qui est de l'amalgame. Et qu'on prête des intentions à des poules de décision autres là. Merci beaucoup, Credo. Fabrice, et puis en parler à Abi Alpha. Oui, moi je continue par dire que le temps où moi j'ai passé à l'université, il y a eu des cas de tricherie. On organise un examen et parfois c'est des étudiants qui surveillent. En fait, il y a une police pour surveiller les examens. Et généralement, lorsqu'on te prend, soit tu as des documents compromettants ou alors il y a eu des échanges avec un camarade, on vous prend, vous finissez devant un conseil et on vous colle très souvent des années où il y a même des exclusions définitives par rapport à cela. Maintenant, l'affaire qui est ici exposée, moi c'est ici... Il y a eu une idée plus ou moins, à part tout ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, et bon, je fais très attention aujourd'hui par rapport à cela. Bien sûr. Je dis, mais lorsque on me dit, bon, un étudiant se plaint, bon, il faut qu'on convoque ceci ou cela, oui, on peut convoquer. Mais on peut également estimer que mais je n'ai aucun élément, mais il faut qu'on enquête, c'est sur cette affaire, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Bon, je préfère qu'on enquête autour pour voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, je suis en train de dire, ce n'est pas parce qu'on convoque les gens au SRI qui sont forcément coupables. Ils sont en train de faire une enquête. Peut-être qu'à l'issue, ils peuvent dire, bon, on n'a rien trouvé, repartez, ou ceci ou cela. C'est pour cela que je dis, ce que Ferdinand vient de dire, il est très proche du professeur Dossey. Et il a des informations venant de là. Il ne nous a pas dit exactement qu'est-ce que le SRI est en train de reprendre. Il ne nous a pas dit ici ce que le SRI... Oui, on parle de tripatouillage de notes. Oui, jusqu'aujourd'hui, le SRI ne s'est pas prononcé. Tout ça. Ils sont en train de vérifier quels sont les éléments qu'ils ont. Nous, on ne sait pas. Mais jusqu'aujourd'hui, je suis en train de dire que ce n'est pas encore dit. Mais pourquoi au Togo, finalement, on n'enquête pas avant d'arrêter les gens et on arrête les gens avant de chercher à savoir il y a ce qu'on appelle les gardes à vue. Tu dois savoir ce que c'est qu'une garde à vue. Quand on fait une enquête, c'est pas encore une arrest. Enfin, avant qu'on t'envoie en prison, si tu me dis, bon, peut-être qu'on a enfermé des gens sans un procès, je peux comprendre. Mais une enquête, on peut avoir besoin de te garder. Ça aussi, la loi détermine cela. Et donc, quand il y a eu des histoires au niveau de la FIFA et les Américains ont débarqué dans des hôtels comme je sais pas quoi et autres. Non, parce qu'ils avaient des éléments concrets. Justement, là, il faut forcément avoir un élément. Maintenant, il faut enquêter pour voir si est-ce que les éléments que j'ai là, c'est vrai ou c'est faux. C'est pour cela que je dis, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore acté pour dire oui, et il y a eu des notes de complaisance ou pas par rapport à cela. C'est après les enquêtes maintenant, si vraiment les soupçons qu'on avait, si c'est confirmé, ils savent ce qu'il faut faire. Si ce n'est pas confirmé également, on relâche là les gens. Et si on laisse le professeur aller et venir, c'est qu'ils estiment qu'ils n'avaient pas peut-être forcément besoin de le garder. Mais sur cet aspect, on peut se poser des questions. Parce que si je me dis, c'est pour ça, moi, quand j'ai appris l'affaire, je me suis demandé, bon, est-ce que le professeur David enseigne encore à l'université? Alors, est-ce qu'il est impliqué dans les notes qu'on soupçonnerait et tout ça là? Pourquoi sa présence là-bas? Sinon, je crois savoir que à l'université, on a des majeurs et généralement, quand les gens passent devant le conseil de discipline à l'université, quand ils trient, c'est pas avec leurs parents. Non. Parce que tu es censé être majeur. Si c'est le doyen qui est impliqué également, ce n'est pas au cours primaire où on t'envoie d'aller chercher ton père venir pour une affaire donnée. Donc, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui le professeur est obligé d'accompagner son fils au SRI? Ça aussi, c'est des éléments qu'on doit chercher à savoir. Et c'est ce que moi j'ai dit. Jusqu'alors, je ne suis pas encore de dire que ce que le SRI fait, c'est une mauvaise ou une bonne chose. Bien. Je ne suis pas encore en train de dire que on a donné de mauvaises notes au petit Dossey ou pas. Jusqu'alors, je n'ai aucun élément là-dessus. Abi Alpha,
Ouais, moi, je crois que si les gens veulent être sincères envers eux-mêmes, encore une fois, il faut que ça commence par l'université elle-même. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'au moins les 1/5 des bâtiments administratifs que vous voyez là-bas, c'est pour des bâtiments que vous voyez au campus, c'est essentiellement pour l'administration. À quoi sert tout ce beau monde-là si on ne peut pas au moins s'inspirer de ce qui se passe, ne serait-ce que dans le lycée. Au lycée, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qu'on appelle surveillant général. Oui. Quand il y a des trucs comme ça, c'est chez lui que ça se transporte d'abord. C'est quand un pépé entre un professeur et un élève ou bien tout ce que vous savez, on n'arrive pas à trouver solution, que ça vient devant le professeur et puis tout ce que vous savez. Mais si on m'avait dit que depuis 2017 ou bien 2015 dont on parle, des tentatives de solution au niveau de la faculté n'ont pas abouti à grand chose, qu'on soit obligé de se transporter au CRI, je comprendrais. Mais comment tout d'un coup comme ça, c'est comme si, soit alors là on fait un détachement du SRI au campus pour que désormais, permanence pour que désormais on sait qu'une partie de l'université est militarisée, tout le monde va tenir compte parce que il y a plein de, entre temps il y a des scandales, je ne veux pas citer des noms ici, des professeurs on a cité des noms, mais on n'a jamais entendu le nom du SRI, n'est-ce pas, c'est-à-dire mélangé à ce qui se passe entre étudiants et professeurs là-bas. Vraiment je suis désolé, mais cette affaire du SRI là, c'est vraiment, vous pouvez aller au ciel, vous ne pouvez pas me convaincre que ce n'est pas politique, quoi. Ah, vous voyez derrière... C'est politique, ça c'est politique. Ouais, ça c'est clair. Moi, ce que je voulais dire, oui, Ferdinand. Et je voulais dire, être vraiment clair, c'est que quand il y a une affaire de ce genre à l'université, on ne brûle pas les étapes, tel que Abi vient de l'expliquer. Si le conseil de la faculté n'a pas été capable de résoudre le problème... Visiblement, le conseil n'est pas au courant de cette affaire. Le conseil n'est pas au courant. Et c'est pour ça que les professeurs ont annulé tous les examens. Tout à fait. Et si le conseil de faculté n'a pas pu régler le problème, on se transporte au conseil de la présidence. Et il y a un conseil de discipline à l'université. C'est à ce niveau que ça se règle. Maintenant, si au conseil de l'université, on se rend compte que l'affaire est de l'ordre du pénal, on peut faire appel à la police ou à la gendarmerie pour intervenir. Rien n'a été fait à ce niveau. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le SRI est tombé dans l'affaire comme un cheveu dans la soupe. Et il y a lieu de se poser des questions. Vous songerez aussi à des mains politiques derrière? Moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je dis ceci, que l'affaire là, c'est-à-dire que c'est trop gros comme un néo-visage. C'est trop gros comme un néo-visage. Donc, très bien. On va passer à un autre sujet. Non, je voudrais juste... On ne peut pas passer comme ça. Ça n'a pas été équitable. Il a encore pris la parole. Si vous avez déjà pris la parole. Non, il a en avance. Il a plus de temps de parole. Moi, ce que je voudrais dire, je voudrais inviter tous les confrères afin que nous prenions ce sujet avec des pincettes parce que le SRI est dans son rôle d'enquêter. Qui a demandé au SRI de s'inviter dans le dossier. Donc, on n'a pas encore, du moins moi je n'ai pas encore les éléments d'information. Maintenant, ce qu'on va dire aussi concernant les deux professeurs, je dis, ce n'est pas un plaisir pour nous de savoir que nos deux professeurs sont aujourd'hui, disons, interrogés par les officiers du SRI. Si nous prenons le professeur qui a été mis en cause, le professeur Iou Ateba, il a également eu une circulation d'une note de sa famille signée d'un certain qui disait que le professeur a dit, suite au mouvement de débrayage ou bien de soutien de ses collègues professeurs et puis des étudiants, a dit clairement qu'il est serein et qu'il leur demande que la gendarmerie est à son étape d'enquête et autres là, et qu'on n'a qu'à laisser l'enquête se dérouler et que lui, il ne se reproche rien du tout. Ça, c'est un fait. Maintenant, il a signé le communiqué quand il était à la gendarmerie. Non, mais j'ai vérifié auprès de la famille de M. Iou Ateba qui m'a confirmé que c'est c'est leur grand frère qui a porté la voix de M. Iou Ateba et autres là. Donc si déjà au niveau de M. Iou Ateba, on veut que les enquêtes aillent jusqu'au bout, donc je crois qu'il ne nous revient pas en tant que journaliste de jouer le rôle autre. Nous avons apporté l'information. Non, on ne joue aucun rôle. On est juste en train de... Tu me laisses terminer, s'il te plaît. On est en train de débattre sur un sujet. Nous sommes en train de faire des analyses. Nous sommes en train de faire des analyses. On est d'accord là-dessus. Non plus. Non. C'est pourquoi préalablement, je t'ai félicité parce que tu nous as donné des points d'éclairage tout en faisant ton exposé
qui est aujourd'hui le menu de ce débat-là. Maintenant, j'en viens au professeur Dossé. Tout le monde sait son engagement citoyen et politique. Oui, et ça, c'est pas un crime. Mais ce n'est pas encore un crime de lèse-majesté parce que tout citoyen peut s'engager pour la cause qu'il veut défendre et autres là. Maintenant, j'ai des doutes. Comment est-ce qu'on pourra faire le rapprochement entre les notes de son enfant jusqu'à arriver à son inculpation? Donc ça aussi, c'est un point d'interrogation. C'est là où je vais demander la diligence des responsables du service de renseignement et puis d'investigation de la gendarmerie. Vous pensez qu'ils vont vous écouter? De faire très rapidement le dossier pour situer l'opinion, parce que cette affaire, il faut qu'on voit clair là-dedans. Mais il faut aussi qu'on privilégie la valeur de nos professeurs d'université et autres là. Vous savez qu'il y a une guerre aujourd'hui également entre les professeurs d'université. On a vu le point final la dernière fois au niveau des universités sociales du Togo. Oui, Fabrice. Oui. Et puis on passe à un autre sujet maintenant. Oui, je voulais intervenir un peu par rapport à ce que Abi Alpha a dit. Je trouve que c'est un peu dangereux. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on fasse attention. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore dit oui. Il y a eu des notes de complaisance par rapport à l'affaire dont on parle. Maintenant, j'entends des raisonnements du genre, oui, bon, il y a eu des vols, il y a eu ceci, là-bas, on n'a rien dit, et ici, on dit non. Ce raisonnement-là, je ne l'aime pas trop parce que c'est comme, tu voles, on t'arrête, tu dis non, pourquoi, au lieu de dire non, je n'ai pas volé, tu dis non, pourquoi on m'arrête aujourd'hui alors que hier, X avait volé, on ne l'a pas arrêté. C'est pas un raisonnement qui convainc devant la justice. J'ai dit, soit tu dis, oui, parce que tu as dit ici, oui, bon, que les bâtiments qui ont été construits, il y a eu quoi, on n'a rien dit, et puis c'est dans ça. C'est possible que tout ce que tu dis, c'est vrai, mais c'est pas une bonne défense, parce que quand tu le fais, c'est comme si c'est déjà acté que ce qu'on reproche au professeur est vrai. Oui. Or, c'est pour cela que je dis, il faut qu'on fasse attention et on soit dans la logique du fait que c'est une enquête. Fabrice. On peut faire une enquête et à la fin, on ne trouve rien. Qu'est-ce qu'on fait? On relâche les gens. Et si on trouve aussi, ça continue. Mais raisonnement du genre, pourquoi X a fait, on n'a rien dit, c'est Y qui fait. Non. Je crois que vous voulez dire un mot par rapport à votre défense. Je crois que quand je parle des bâtiments, je dis bien au moins les 1/5 des bâtiments là-bas abritent l'administration. Et à quoi sert cette administration? C'est la question que j'ai posée en parlant des choses. Et puis quand je ne suis pas en train de faire une comparaison comme ça dans le vide. Je dis si les gens sont soucieux de la bonne santé du milieu académique, il y a aussi des sujets sur lesquels nous sommes surpris de leur silence. Est-ce que c'est un tort de dire ça? C'est ça c'est bon, vous avez tenu un morceau, il faut nous aider à voir clair. Mais pourquoi au bac on n'a plus les gens? Pourquoi le DG le directeur de choses de l'ENS d'attaque pas mais continue par être DG alors qu'il a fraudé? Ça je le dis toujours. On a envoyé 50 enseignants qui ont bénéficié de sa fraude en prison. Lui là-bas il continue par être DG. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? Est-ce que c'est une faute de faire cette oui, c'est pour ça que dans le cas précis, ce n'est pas encore dit que la fraude est établie. On est à l'étape des enquêtes, c'est pour ça. Quand tu m'as donné la parole sur ce dossier, au prime abord, je n'ai fait que 30 secondes. Oui, bien sûr. Parce que je n'avais pas des éléments. Oui, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il faut retenir et qui est très important aussi, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les deux professeurs bénéficient de ce qu'on appelle la présomption d'innocence parce que leur culpabilité n'est pas encore établie. Oui, bien sûr, puisque personne n'a encore rien dit. Personne n'a encore rien dit. De l'université. Donc, personne ne dira aujourd'hui que les deux professeurs sont responsables de ce qu'on leur reproche, mais il ne faut pas qu'on jette de l'anathème sur les parties qui interviennent dans ce dossier. Très bien, messieurs, merci beaucoup. On va aborder un autre sujet. Pardon. On va aborder un autre sujet. On va parler politique. Politique avec le processus électoral tel qu'il est conduit aujourd'hui. La semaine dernière, on l'avait évoqué subtilement. La Commission électorale nationale indépendante a rendu public le nom des présidents des CELI. Au niveau de la coalition de l'opposition, ça n'a pas contenté tout le monde. Beaucoup plus, toute la coalition n'est pas d'accord sur le sujet. Et vous semblez dire, Fabrice, dans votre parution de la semaine dernière, enfin cette semaine, je veux dire, je pense mercredi, que rien ne semble arrêter la CENI dans ce processus-là aujourd'hui. C'est clair, c'est net. Oui, bien évidemment. Et puis, vous savez que lorsque le dialogue a été ouvert déjà même le 19 février et que les deux parties s'étaient entendues sur ce qu'ils ont qualifié de codes
de règlement intérieur entre griffes par rapport à juste après, lorsque les médias ont relayé l'information, il y avait un élément sur lequel on avait l'impression qu'il y avait un quiproquo. C'est-à-dire la suspension du processus électoral. Vous avez vu que très vite, le gouvernement a réagi pour recadrer et dire non, il n'a pas été question de suspendre le processus électoral. Ça n'a pas été décidé là. Donc, il y a eu toute une confusion là-dessus. Et donc, aujourd'hui, quand vous voyez les événements, effectivement, on a la preuve que le gouvernement est dans une logique de poursuivre avec le processus électoral qui est déjà enclenché et qui est allé loin, puisque la CENI est formée, même s'il y a encore des membres qui n'ont... Oui, il y a encore des chaises à occuper. Il y a des chaises à occuper. Ils avancent. Alors aujourd'hui, dans la mesure où ils ne sont pas dans une logique d'arrêter, et je crois que ça a failli même provoquer des manifestations la semaine dernière, lui, c'était l'intervention du facilitateur. Oui. Alors, puisque vous voyez que nous sommes sur un terrain politique et tout le monde essaie de jouer avec les éléments à sa disposition, parce que suspendre tout le processus électoral et autres, le gouvernement, ou du moins sous le pouvoir, interprète ça comme si une manière de dire que les choses sont au ralenti, tout est en stand-by, et ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est les éléments d'une réelle crise qui existe. Alors que le gouvernement, dans sa communication, ne veut même pas être dans une logique de... Il y a une crise où les institutions ont arrêté de fonctionner, et tout cela et autres. Alors aujourd'hui, moi je crois que aujourd'hui l'opposition, dans la mesure où le procès, ou du moins le dialogue qui s'est ouvert, qui a été suspendu, porte sur des questions électorales. Oui. Alors, parfois aussi, on peut s'étonner. Bon, alors si vous poursuivez, entre-temps, il y a certaines décisions qui sortent du dialogue et les deux parties s'entendent sur certains éléments. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, il va falloir revenir là-dessus, forcément, si on s'entend. Peut-être qu'ils estiment que ça sera un temps perdu, que la CENI avance, et entre-temps, après les discussions, on soit obligé de revenir. Mais c'est une question de communication. Parce que vous savez, certains partis de l'opposition sont également au niveau de cette CENI, et vous avez vu que la coalition des 14 a insisté que ce soit un dialogue exclusif. Et certains voulaient venir, on les a mis à l'écart. Et ceux qui ont été mis à l'écart, certains sont au niveau de la CENI. Et donc, aujourd'hui, suspendre tout ça, là, ça c'est mon analyse. Oui. Suspendre le processus, ça va donner l'impression à ceux qui sont là-bas aussi que finalement, c'est la coalition qui dicte tout. Mais moi, je crois que ce n'est pas perdu. Si un jour, ils font leur dialogue et ils s'entendent sur certains éléments, on peut toutefois revenir sur cette question. Toutefois revenir sur cette question. Ferdinand, vous, mardi passé, vous écrivez clairement que ces magistrats qu'on vient de nommer à la tête des CELI, c'est eux qui participent en réalité à la fraude électorale. Vous êtes formé là-dessus. Hein? Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait plein de bureaux de vote à l'époque. Je sais ce que c'est. Je sais aussi pourquoi on a changé le code électoral pour faire venir les magistrats à la tête des CELI. Des magistrats qui sont d'ailleurs des fonctionnaires d'État et qui sont de la justice, et donc sont nommés. Et donc la justice qui devait être indépendante, ils ne devaient pas se mêler des affaires électorales. Mais tous ces magistrats, moi je connais plusieurs étaient des... Non, là il ne faut pas un travail de justice. Plusieurs étaient des camarades. Ils servent la nation. Ouais, ils servent la nation. Ils servent la fraude. Donc plusieurs amis à l'université, je les connais, ils ont eu des promotions à travers tout ça. Et puis souvent quand les élections approchent, on fait des mutations bizarres, on les déplace de préfecture en préfecture pour qu'ils puissent occuper la tête des CELI. C'est comme ça que ça se passe. Bon, maintenant, pour revenir sur la question de poursuivre le processus électoral ou pas, je crois savoir que lorsque le président Gani est venu ici et que les gens étaient dans la salle, et qu'il y avait les engagements de part et d'autre, le gouvernement, du moins la délégation qui représentait le pouvoir dans la salle, avait pris l'engagement de faire arrêter le processus électoral. Ça a été dit comme ça dans la salle. Sauf qu'à la sortie, ceux qui sont restés dehors et qui n'étaient pas, qui n'ont pas du tout apprécié que ceux qui étaient dans la salle aient pris cet engagement, on leur a tapé sur les doigts. Et les journalistes qui ont relayé ces infos, notamment sur RFI, tout ça, le gouvernement a appelé des gens pour protester et tout ça. Et pourtant, c'était vrai, ils ont pris l'engagement dans la salle. Là, il n'y a pas d'engagement signé. Oui, mais ils l'ont pris. Parce qu'on ne pouvait pas sortir un communiqué au niveau de la facilitation pour dire que les gens ont pris des engagements si ce n'était pas le cas. Le président Ghané, c'était un juriste de haut niveau. Il ne pouvait pas se permettre de faire ça. Bon, maintenant, si les gens pensent que c'est en poursuivant le processus électoral parce qu'il y a un calendrier
constitutionnels qu'il faut respecter, que le problème sera résolu, mais libre à eux. Parce que le fait même d'organiser des élections demain et d'avoir un nouveau Parlement, sans régler au préalable le problème, on n'aura pas fait un pas en avant. On aura peut-être un nouveau Parlement, mais le problème restera entier. Alors, je pense que c'est dans ce sens que, lors de la dernière visite, le président Ghanéen a demandé à l'opposition de surseoir aux manifestations. On va revenir sur la question de manifestation tout à l'heure. Pour que la facilitation puisse avoir la sérénité nécessaire de conduire les discussions. Parce que les Ghanéens se disent, mais si vous retournez dans la rue alors que nous sommes en pleine discussion, ça va être un peu de la cacophonie. Et si jamais on reprimait encore les gens et on arrêtait encore d'autres personnes, ça va s'ajouter aux autres préalables qu'on n'a pas encore réglés et on n'aura pas avancé. Et donc, laissez-nous le temps de vider le reste des préalables pour qu'on essaie d'avancer. Au moins une semaine. Donc, une semaine. Donc, je pense que c'est une proposition responsable et que la coalition l'a acceptée tout en demandant aux facilitateurs aussi d'essayer de convaincre le gouvernement d'arrêter le processus. Finalement, nous sommes dans un challenge de bonne foi, de part et d'autre, espérant que les uns les autres seront vraiment de bonne foi. Encore que la bonne foi au Togo, c'est une denrée rare. Credo, aujourd'hui, est-ce que c'est pas finalement mal interprété quand le moment où les discussions politiques se déroulent, on n'a pas encore trouvé la vraie formule pour avancer véritablement et que le gouvernement continue par poser des pas allant dans le sens du processus électoral. Ce processus même qui crée des problèmes au Togo aujourd'hui. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de donner peut-être par la main droite et retirer par la main gauche d'une certaine façon? Non, je crois que je n'ai pas les éléments pour apprécier cet état de fait, comme tu poses la problématique. Mais je dis que nous sommes dans un état de droit et il y a les processus qui sont engagés et le dialogue ne saurait supplanter tous ces processus-là. Donc, du moment où moi, j'aurais souhaité que l'opposition retrouve ses places au niveau de la CENI et suivent déjà le travail qui est fait, quitte à mener les discussions pour avoir les réformes qu'ils veulent en matière électorale. Parce que la crise que nous traversons est issue des élections. Oui. Alors, quand on ne règle pas le problème, est-ce que ce serait opportun de s'associer à ces initiatives et d'avancer? Oui. Pour quelle finalité? L'autre question que je suis amené à me poser, est-ce que la crise voudrait signer l'arrêt de l'évolution des institutions, bien du travail des institutions au Togo? Il y a une crise. Oui, mais il y a une crise. Mais est-ce que la crise la consacre le fait que les institutions ne sont plus légales et puis les institutions ne doivent pas travailler? Donc ça aussi c'est une... Je suis d'avis que la classe politique de l'opposition puisse poser le problème de réfléchir sur les réformes électorales et autres là. Mais tout en menant la réflexion là, mais je crois qu'ils doivent aussi participer, montrer leur bonne intention. Donc j'ai écouté Madame Adiamagbo sur RFI qui disait qu'il demande l'arrêt du processus et autres là. Et cette question, ou bien cette doléance a été posée le premier jour du dialogue. Et nous tous, nous avons suivi l'économie des discussions que les ambassadeurs ghanéens nous ont fait. Donc ils ont dit que le gouvernement ne s'est pas prononcé, mais le gouvernement dit qu'au prochain jour de truc là qu'ils vont donner. Et le prochain jour c'était le 23. Mais ils n'ont pas pu plancher là-dessus. Donc là, je crois que le processus électoral ne devrait pas faire freiner le travail. Je formule le vœu que nos opposants puissent maintenir leur position avec des argumentaires qui soient précis et autres là. Maintenant, nous avons les CELI sont dirigés par des magistrats et autres là. Oui. Mais il faut leur accorder aussi le bénéfice du doute parce que les magistrats ne sont pas des diables, ne sont pas tous des diables ou bien ça c'est un domaine qui n'est pas dans le domaine de la justice, mais ils ont eu à faire leurs preuves et chacun l'a apprécié à sa manière. Yeah. Donc là, s'il faut dire quelque chose, c'est qu'il faut que l'opposition puisse avoir retrouvé rapidement les places qui lui sont réservées au niveau de la CENI et contrôle le travail qui est fait déjà là-bas que de faire le jeu sur les médias à travers des communiqués et puis des conférences de presse. En tout cas, nous, on aime ça, on a envie de les commenter et analyser au bonheur de nos auditeurs. Écoutez, Abi, avant de vous donner la parole, nous allons marquer une petite pause, c'est une obligation. Juste après, je vous donne la parole. 93.1 Taxi FM. Deuxième partie de Taxi Presse avec Fabrice Pechesi, Ferdinand Haïté, Credo Tété, Abi Alpha Isotou. Abi,
On parlait avant la pause des présidents des CELI tels que nommés il y a une semaine environ. La coalition n'est pas d'accord sur ce sujet. D'ailleurs, ça a été donc un motif pour appeler les populations à descendre dans les rues. Heureusement que très rapidement, le facilitateur est intervenu. Bon, ce n'est que du report selon la coalition. Vous, quel commentaire vous en faites aujourd'hui? C'est de nature à calmer les choses? Bon, tu sais, il y a un adage qui dit que quand un chien avale un os, c'est qu'il compte sur son anus. Donc, si les gens savent sur quoi ils comptent en fonçant par rapport à cette fameuse histoire de référendum, ça les regarde. En tout cas, moi, je ne perds pas mon temps sur les commentaires par rapport à leur histoire de référendum. Là. Franchement, je suis désolé. La coalition quand même maintient quand même la pression. Elle était à Accra cette semaine. Franchement, appeler à des nouvelles manifestations aujourd'hui dans le contexte actuel où on a pris des engagements pour dire qu'on ne manifesterait pas jusqu'à la fin des discussions, est-ce que c'est une bonne chose à Bielfa? Je crois que quand on plaint le poussin, il faut aussi plaindre l'épervier. Il y a une victime et il y a un bourreau. Deuxième problème. Il y a ici un dialogue qui a commencé. Quelque chose a coincé le dialogue. Avant même que les gens ne se séparent et que pour raison de calendrier du facilitateur se soit suspendu et puis pour raison de sujets difficiles à concilier, les gens se sont séparés. Oui. Je crois qu'il y avait déjà un reliquat qui n'a pas été liquidé par le régime. Quand on parle de préalable, quand on parle de libérer les gens, c'est pas toi et moi qui détenons les gens. Il y a le régime qui détient les gens, il le reconnaît, il ne peut pas dire que pendant du 19 à nos jours, les gens n'ont pas été arrêtés. Les gens sont dans des lieux de détention sur des motifs hémiplégiques. Ils sont d'accord, ils ont pris un premier engagement de les libérer. Ça n'a pas été fait. Finalement, on se retrouve autour d'une table. Cette exigence de l'opposition par rapport à leur libération revient. Elle a perdu beaucoup de temps au dialogue. Ça n'a pas été fait. Sans oublier la levée des sièges sur les trois villes de l'intérieur, à commencer par Sokodé, Mango et Bafilo. Les villes sont toujours en état de siège. Donc, quand il y a déjà l'atmosphère là qui n'est pas agréable et que les gens foncent par rapport au référendum avec tout le processus qui est en train de se dérouler. Est-ce que franchement, Sokodé, Bafilo, Mango, ces villes-là sont en état de siège aujourd'hui? Les populations bougent, il y a des activités qui se déroulent normalement. Ce n'est pas une affaire de les populations bougent. Il faut s'y rendre pour être convaincu. Il faut s'y rendre. Actuellement, tous les jeunes qui ont fui, je prends l'exemple précis de Mango, tous les jeunes qui ont quitté Mango parce que les militaires à un moment donné ont fait ce qu'ils voulaient faire, les gens ont quitté, ils sont tantôt au Ghana, ils sont tantôt du côté du Bénin. Qu'est-ce qui les empêche de revenir? Ceux qui sont, est-ce que tu vas me dire que les plus de 500 citoyens de Mango qui ont leur logis à Mango, qui soient obligés de dormir dans des salles de classe et à la Belle Étoile au nord du Ghana, est-ce qu'ils n'aimeraient pas être chez eux actuellement? Moi, je connais des cas tout récemment où les gens sont revenus, on les a pris. Ils sont revenus parce que quelque part, et puis beaucoup nous ont appelé, bon, par rapport à ces mesures d'apaisement là, quand on a commencé par libérer les gens, est-ce qu'ils peuvent revenir? Ceux qui sont revenus, moi je connais des gens à Mango qu'on a pris. Sokodé, la dernière fois on parlait ici de comment là, à tout moment les gens peuvent faire de la ville ce qu'ils veulent. À un moment donné, pas plus tard que la nuit du 24 ou autre chose, c'est vrai le gouvernement est en train de dire que c'est faux, mais il y a bel et bien eu bastonnade à Paratao. Non, le ministre je dis, moi, quand quelqu'un est déjà tombé au marché, il ne connaît pas la honte. Sinon, moi, ça m'étonne que les gens puissent dire que dans la nuit là, il n'y a rien eu à Paratao. Devant le domicile de Memeng à Kwaratao au Carrefour, que les gens ne sont pas venus bloquer la route de part et d'autre, et que les camions qui viennent de Tchamba et qui viennent de Lomé n'étaient pas arrêtés. On a frappé même jusqu'à un débile mental, un fou là-bas. C'était du désordre là-bas. Quand ils disent que il n'a rien eu, machin. Les gens sont libres de mentir comme ils veulent, mais les faits sont là. A été clair. Je dis bien que il veut avoir cette liste de ceux-là qui ont été bastonnés.
Il y a eu pire que ça. Yark te dira que c'est faux. Donc moi, ça ne m'étonne pas quand certains parlent. Merci beaucoup à Abi Alpha. Fabrice Fekezi, est-ce que c'est une bonne idée quand la coalition menace de descendre dans la rue? Oui, je crois que la coalition a estimé qu'ils sont allés dans un contrat avec le pouvoir sur certains sujets. Oui. C'est un truc du genre, tu as violé, moi aussi je viole. Surtout sur la question liée à l'arrêt du processus électoral et autres. Oui. Et donc maintenant, il faut aussi dire que ce n'est que partie remise. Oui, les manifestations n'auront pas lieu la semaine prochaine, mais tout porte à croire, parce que la contrepartie qu'ils demandent, à savoir la suspension du processus, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ça m'étonnerait qu'ils puissent l'obtenir. Alors donc, s'ils ne l'obtiennent pas, si le facilitateur ne l'obtient pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, rapidement, ils ont accepté la proposition du facilitateur parce que lui, il était sur le point de s'en laver les mains sur le cas du Togo. Lui, bon? il cherche que... Quand on a dit que ce dialogue-là n'a plus de chance, les gens pensent que c'est parce qu'on n'aime pas notre pays et tout cela. Non, c'est au regard des éléments qu'on a sur le terrain, de l'attitude des uns et des autres. Et donc, lui voulait profiter de l'occasion pour se tirer d'affaire. Et bon... Heureusement qu'ils ont accepté. Bon, maintenant il est encore là. Mais s'il vient également et il n'obtient pas l'arrêt du processus électoral, qu'est-ce qui va se passer? Ça voudrait dire que les autres aussi diront que bon, si le processus électoral n'est pas arrêté, nous reviendrons dans la rue. Donc lui va aller s'occuper de ses affaires et puis bon, on va gérer ça à la togolaise. C'est un peu ça le risque qui entoure un peu ce dialogue qui a quand même donné de l'espoir à beaucoup de Togolais. Et comme on l'a déjà dit, la solution ne viendra que des Togolais. Bien donc sûr. Il faut que quelqu'un fasse un pas. Qui le fera, je ne sais pas. Credo, aujourd'hui, il faut avancer. Non, mais moi je crois qu'il faut... Si les leaders de l'opposition maintiennent la pression à chaque fois, pour vous, c'est parce qu'il y a du business à faire? Oui, mais je l'ai dit la semaine, donc nous avons dit que la politique au Togo, c'est devenu un fonds de commerce, de réalisation de soi. Et ceux qui ont eu à lire l'article ont vu les éléments que nous avons donnés autres là. Mais aujourd'hui, il faut que la coalition ou bien l'opposition soit beaucoup plus sérieuse et puis dise la vérité à leurs militants ou bien à leur peuple. Parce qu'il ne faudrait pas miroiter des choses aux gens, sachant qu'ils ne peuvent pas obtenir cela comme cela se doit. Donc, à un certain moment, ce n'est pas, disons, une faiblesse que de reconnaître que les revendications que nous avons portées, toutes, nous ne pouvons pas trouver de satisfaction autre là. Et je vais vous faire une confidence. Il y a un des leaders de cette coalition qui était même à Accra la semaine passée, qui a dit, lorsqu'on l'interrogeait sur le retour... Non, cette semaine. Cette semaine, lorsqu'on l'interrogeait, donc il y a quelques jours, par le courant de cette semaine, sur leurs revendications portant sur le retour à la C92 originelle. Donc, ce leader, un intellectuel, je fais la précision, donc les gens peuvent le voir parce que parmi les leaders, on peut faire également la classification, a dit que pour eux, en fait, que c'est un slogan. Le retour à la Constitution de 92 est un slogan. Il est libre de dire ça. Non, non, je crois que tu auras le temps pour donner ton avis et autres là. Donc là, en disant cela, moi, ça m'a fait tiquer. Je me suis dit, mais est-ce que on fonctionne sur la base d'un slogan ou bien on porte une vision et on s'assigne une mission? Donc, je voudrais rebondir sur un des aspects que mon beau-frère Abi Alpha a dit tout de suite concernant ce qui s'est passé à Kpakpakatao. Donc, je crois qu'en tant que journaliste, nous devons avoir beaucoup de réserves pour ne pas prêter des intentions aux gens. Certes, ça, c'est un jugement qu'il porte et puis qu'il assume en disant que les gens sont tombés dans le marché, que les gens n'auraient plus honte et autres là. Nous tous, nous avons suivi la conférence de presse du mini-Yark et puis il a dit qu'à un certain moment même, ils auraient fait appel à des manifestations disons, d'information pour confirmer ce que la coalition a dit par rapport aux séries de bastonnades qu'il y a eu et autres là. Mais avant de venir, je ne sais pas si c'est pas coïncidence, j'ai vu un cadre de Paratao. De la zone. Paratao. Oui, de la zone qui m'a dit que lui, il revenait du village comme ça cette semaine. De Paratao? Oui, et je lui ai demandé... Je demande la précision parce que nous nous sommes rendus compte à notre rédaction, excusez-moi, cette semaine que
même à Sokodé, personne n'est au courant de rien à Paratao. Oui, donc je te dis oui. On est bastonné ou pas, personne n'est au courant. Et là, personne m'a dit l'information que je voudrais donner concernant le retour ou non de ceux qui ont été dans l'affaire ou qui ont été bastonnés. Donc il m'a dit que non, que lui, qu'ils ont fait une délégation et qu'ils sont partis voir leurs jeunes frères qui ont fui Sokodé et autres là, mais qu'ils ont pu réussir à ramener certains et autres là, mais que par contre il y a d'autres qui craignent pour leur sécurité et qui disent qu'ils ne vont pas revenir. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Donc qu'on ne nous dise pas dans cette émission que il y a toujours cette psychose là qui fait que les gens ne reviennent pas. Les gens reviennent et il m'a confirmé et je lui ai posé la question, est-ce que si on se déplace aujourd'hui pour aller de là où tu viens, tu peux me montrer les jeunes? Il dit oui, si tu veux, je t'y amène. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont revenus, il y a d'autres qui ne sont pas encore là. Mais qu'il y a d'autres qui se disent qu'ils craignent encore pour leur sécurité et autres là. Et quand je l'ai interrogé sur l'affaire de Paratao, j'ai dit, comme tu es parti dans la zone là, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, quand il est parti, il a fait les informations, il a demandé à ceux que rien de cela ne s'est passé comme on nous le dit. Bien, Ferdinand Haïté. Bon, et puis on va passer à un autre sujet. Moi, je crois que pour enchaîner avec ce que Credo a dit, moi je dis en politique, il est toujours possible d'obtenir tout, à condition que... on s'y prend bien. On s'y prend bien, vous vous organisez et que vous rétablissez le rapport de force. On ne peut pas dire qu'en politique, on ne peut pas, ou bien on dit aux gens des choses qu'on ne peut pas obtenir. Parce que si moi, je retourne, comme on le dit souvent dans un français de rue en arrière, il y a 6 mois par exemple, le régime actuel n'avait pas cette attitude. Il y a 6 mois, le régime avait une attitude arrogante en disant, bon, nous, on fait ce qu'on veut, montrez vos muscles. Depuis, les choses ont évolué. Ça veut dire qu'en politique, on peut toujours obtenir ce qu'on veut si on s'organise bien. Et ça dépend de l'organisation de chaque entité qui lutte pour obtenir ce qu'elle poursuit. Vous voyez. Et donc, moi, je pense que la coalition a demandé hier dans un communiqué une enquête sur les événements de Paratao. Pourquoi ces choses sont si importantes ou pourquoi on insiste là-dessus? Parce que si vous voyez bien ce qui s'est passé au ministère de la Sécurité, il y a une conférence de presse entre le ministre de la Sécurité, une conférence de presse co-organisée par le ministre de la Sécurité et de la communication. Le ministre de la Communication. Encore qu'au Togo, le ministère de la Sécurité n'est pas forcément une référence en termes de vérité. C'est des gens qui nous ont dit ici que des gens ont disparu pour aller brûler le marché en étant dans un cimetière. On a vu ça ici. Donc ça, c'est pas des références en termes de vérité. Donc, pourquoi les gens sortent? Parce que les gens savent que ces informations qui sont relayées par les journaux et qui sont relayées sur le plan international et tout, leur créent préjudice. Donc, il faut essayer au maximum de démentir, d'étouffer ça en disant qu'il ne s'est rien passé. Mais quand vous allez dans ces villes-là, il y a toujours les militaires. Les villes sont en état de siège. Et quand une ville est en état de siège, il n'est pas exclu qu'à un moment donné, il peut y avoir des escarmouches. Qu'on puisse organiser un truc rapidement et puis bon, on revient, on dit non, il ne s'est rien passé. Parce que la ville est en état de siège. En 10 minutes ou en 15 minutes, on peut rester la nuit quelque part, frapper les gens et venir dire non, nous on n'a rien fait. En même temps, s'il y a eu ça, on aurait déjà eu des images. Hein. Non, ceux qui le disent ne sont pas sortis comme ça de nulle part pour le dire. Et donc, moi je dis, si la coalition dit écoutez, il faut qu'on fasse une enquête indépendante, je crois que c'est une raison pour rétablir la vérité. Si quelqu'un dit nous sommes contre l'enquête indépendante, alors on demandera à la personne qu'est-ce que vous voulez cacher. Bien. Je voulais maintenant qu'on parle un peu de foncier, puisque c'est l'un des problèmes de la cité aussi. Ce matin, le confrère La Voix du Peuple a ironisé un petit peu, parlant de la situation que nous vivons aujourd'hui. Je veux parler de la politique. Il dit, à quand le dialogue sur le foncier qui est le problème de tous les Togolais. Alors, je me suis rendu compte, Ferdinand, qu'en début de semaine, vous avez parlé d'un cas au niveau de Akato. Akato, qui est une poudrière aujourd'hui. En attendant l'explosion, que se passe-t-il encore là-bas, en un deux mots? Non, je pense qu'il se passe ce qui se passe partout au Togo quand il s'agit du foncier. Généralement, c'est tout un réseau. Vous avez des démarcheurs, des auxiliaires de justice, vous avez
des CBU, souvent des OPJ, tout ça, qui sont dedans. Vous avez des juges, des magistrats, et vous avez un peu des huissiers, tout ça. Chacun gagne, c'est un réseau, tous ces gens-là, tous ces individus, au niveau de la chaîne, chacun gagne quelque chose. Et donc, des gens se lèvent un matin, ils viennent vous dire oui, que tout cet espace-là, où certains sont établis depuis 20 ans, 30 ans, que leurs parents ont vendu ça à un prix qui était dérisoire, qu'ils remettent ça en cause. Et juste derrière eux, vous voyez, ils viennent avec les gros bras. Il y a forcément un officier. Et puis après, derrière l'officier, il y a un juge. Et c'est comme ça qu'ils créent des conflits fonciers dans le pays. En dehors de ça, il y a aussi les questions des collectivités. Oui, bien sûr. Où on dit, bon, quand on a fait le partage, telle partie ne devait pas être attribuée à telle collectivité. Il y a eu usurpation au niveau des collectivités. Donc, nous remettons en cause tous ceux qui sont établis ici depuis des années, et donc on prend des décisions de justice, on vient, on écrit bon, terrain litigieux, voire maître Djoka ou c'est pas quoi. C'est le spécialiste. Donc ils font des trucs comme ça dans le pays, et il n'y a personne pour mettre de l'ordre. Si vous avez la chance qu'un officier ou un baron se trouve dans votre quartier, c'est là où c'est la seule chose qui peut vous sauver. Là où vous aurez un répit. Mais un répit je sais pas, de courte saison. De courte durée, parce qu'à un moment donné, ou soit on démolit votre domicile, ou on vous force à payer une seconde fois à la valeur actuelle. Ça, si vous avez beaucoup de chance, ça. Si vous avez beaucoup de chance. Donc, tout ce que nous faisons depuis des années dans les studios ici, c'est de faire un plaidoyer pour que l'État mette de l'ordre dans cette histoire-là. Et donc, moi, je me félicite qu'un code foncier vient d'être adopté, même si je ne partage pas toutes les dispositions de ce code-là, parce qu'il y a des dispositions qui permettent de légaliser les gens qui ont acheté les 1000 hectares, les 2000 hectares, les 3000 hectares, dans un petit pays comme ça, où vous avez 8 millions d'habitants, parce que bientôt on sera 8 millions d'habitants, et il se pose des problèmes de terre. On ne peut pas permettre à un seul individu, qui n'est pas un entrepreneur, qui n'a pas un projet industriel, de prendre 3000 hectares dans un village et de déposséder les villageois. Donc je pense que les gens, si les gens font la loi pour légitimer ce qu'eux ils ont acquis, demain on refera la loi pour délégitimer ce qu'ils ont fait. Donc moi je dis, voilà plus ou moins de manière à ramasser le tableau sur le plan foncier. C'est toute une chaîne, juges, les juges, les officiers, les démarcheurs, les notaires, et puis les huissiers, tout ça là, chacun y trouve son compte, et au malheur des populations et des contribuables. Alors, on sait que le dernier conseil des ministres s'est planché sur le sujet. Selon ce que le confrère Forum de la Semaine a écrit ce matin, le conseil des ministres a évoqué le projet de loi relatif donc au domaine du foncier, qui a pour objectif de gérer les conséquences des fortes pressions foncières consécutives à une croissance démographique rapide, répondre aux nécessités de développement durable de notre pays sans créer une déchirure du tissu social. Or, cette déchirure, aujourd'hui, elle est là. Vous évoquez tout à l'heure un cas avant que nous soyons à l'antenne. Oui, non, mais moi, j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui ont pris la résolution d'hypothéquer le mandat social du chef de l'État, parce que le problème foncier rentre dans ce domaine de définition. Moi, je reviens d'une activité au niveau de l'ordre des avocats, et c'est un dossier dont j'ai connaissance. Ça se passe tout près devant Corée ici, entre Corée et puis Zosimé, plus précisément à Zopomaé. Donc il y a la collectivité qui a... Il n'y a que les zozos là-bas. Oui, il n'y a que les zozos là-bas. Non, pas les zozos. Non, je crois que ça c'est pour détendre. D'accord, très bien. Là. Donc là, à un certain moment, donc on a vu les gens ont acquis leur terrain dans les règles de l'art avec tous les reçus qui ont déjà commencé. Et à un certain moment, c'est un certain démarcheur qui se réclame tout puissant, un certain monsieur Asson, qui a fait rapidement, donc je crois qu'il a trouvé un juge, et le juge a accéléré les dossiers. On a accéléré comme quoi lui, il est le mandataire de la collectivité. Donc, à un certain moment, les grands-parents qui ont vendu leurs enfants aînés sont là et ils sont partis le voir que non, le dossier que tu viens, premièrement, tu n'es pas de notre famille, donc tu ne peux pas dire que tu es mandataire. Qui t'a mis là-bas comme mandataire?
Donc ce monsieur Asson là. Donc il dit non, que c'est un de leurs cousins qui est venu le voir, lui donner le dossier pour qu'il puisse le récupérer. Et comme lui, il a les juges avec lui, il a les officiers avec lui, il a tout le monde avec lui. Et que même... C'est ce que lui l'a dit. C'est ce qu'il a dit. Et là, on a reçu les témoignages. Et autres là. Ce que je vous dis, c'est une investigation que je suis en train de faire. Et nous avons les éléments de preuve. Mais ce qui est ahurissant dans ce problème foncier, c'est que on a trouvé le démarcheur là, ce monsieur Asson, il a trouvé un juge au tribunal de Lomé. Et de surcroît, le président du tribunal de première instance de Lomé. Et le seul dossier, le seul élément, c'est le juge Nayo qui a signé la décision. Et autres là, demandant à ce que on rétrocède à ceux-là qui sont en train de faire du faux 21 hectares. Donc tous ceux qui se retrouvent dans cette superficie-là doivent maintenant aller négocier avec ce démarcheur-là qui n'est pas le mandataire légal. Bien que la famille lui ait dit à un certain moment, nous ne sommes pas dans ton jeu là et autres là. Donc là, le gars là, avec cette connivence-là, et qui a même osé dire devant même des témoins, si vous voulez inviter les témoins là, demain, les témoins là peuvent venir témoigner que même le chef de l'État, un simple démarcheur, qui se dit très puissant au niveau de la justice, qui dit même que Faure ne peut pas tenir devant lui, et que même les officiers supérieurs ne peuvent pas tenir devant lui. Bon, vous savez qu'il blague. Non, il ne blague pas. Non, il a fait quelle formation? Mais il était, je mettrai à la base. Mais on peut dire, malgré le fait que les vrais acquéreurs qui ont acquis les terrains légalement aient donné tous les éléments à leur avocat qui est Maître Larrey Toku pour plaider le dossier, imaginez que la partie adverse, qui est la partie de ce démarcheur Asson, n'a fait que mettre dans son dossier à l'appréciation de la justice un fait-part. La première page d'un fait-part. Et c'est sur la base de ce fait-part qu'on lui a donné raison au niveau du tribunal pour dire qu'ils doivent reprendre les terres que les gens doivent le truc là. Ce matin, par coïncidence, j'étais au niveau du tribunal de l'ordre des avocats. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'un des aînés de la famille de cette collectivité qui s'oppose à la malversation, au mauvais jeu que joue ce faux mandataire, M. Asson, est-ce que tu peux imaginer que le commissariat du 8e arrondissement l'a déféré devant monsieur le 6e substitut du procureur parce qu'il s'oppose aux magouilles qui sont faites par ce tout-puissant Asson qui se réclame la paternité des juges. Donc là, je me pose la question. Avec le code foncier qu'on a dans le conseil des ministres. Mais le problème n'est pas de faire de très bons tests, mais il faut voir l'applicabilité des choses là. Si vous allez au tribunal, dans nos juridictions, plus de 80% des dossiers sont des dossiers fonciers. Mais on voit avec quelle célérité on rend des décisions vraiment iniques. Mais qu'est-ce qu'on veut faire pour préserver? À qui profite tout ça? À qui profite tout ça? À ces personnes, aux juges, et à ces personnes, Ferdinand l'a dit, c'est toute une chaîne et autres là. Et ils se sont empressés, dites-vous, de prendre des gros bras avec des forces de sécurité pour venir dans la zone, écrire sur les murs pour dire qu'ils ont eu cette ordonnance-là et que les gens doivent contacter ce huissier rapidement pour payer autre là. Donc je crois que c'est un mal, et là, ça ne fait que hypothéquer le mandat social du chef de l'État. Donc, le chef de l'État doit se réveiller. Parce que ce démarcheur a le défi que lui, Faure Gnassingbé, ne peut pas se tenir devant lui parce qu'il a les magistrats avec lui. Il est en train de plaisanter un petit peu. Allez-y, à un moment donné. C'est vrai, je suis plus âgé que toi quand même. Allez-y, Abi Alpha. Il y a pire que ça. À un moment donné, moi, je connais presque un cabinet ici, fait d'officiers, de juges, qui n'achetaient que des terrains litigieux. Comment ça? C'est-à-dire, ils sont constitués. Ils achètent des terrains qui ont des problèmes. C'est eux qui achètent. Parce que tu comprends, non? Donc ce n'est pas tout qu'on dit autour de ces plans. C'est bizarre, non? Je dis, ce n'est pas, c'est encore un terrain qui a des problèmes, je m'en approche pas. Il y avait un PG dedans, procureur général, près de la cour d'appel. Il est toujours en activité. Il est dans le cabinet, c'est lui-même. Le procureur, il achète celui qui est là. Des terrains litigieux ici dans ton quartier. La valeur foncière d'un lot, c'est 60 millions. Et il peut te prendre ça à moitié prix. Ça te débarrasse des problèmes à la justice. Et comme ils sont capables de ce dont ils sont capables, et ils rentrent en jeu. Donc, quand tu regardes l'image de la ville de Lomé même, il y a un adage qui dit de ne pas demander à celui qui n'a pas labouré son propre champ d'aller labourer chez sa belle-mère.
Pourquoi c'est la belle? C'est un monsieur Saka proverbe. Quand tu regardes l'image de la ville de Lomé, combien de réserves tu as entre nous? Vous ne pouvez pas me dire que quand l'architecte, ceux-là, les urbanistes ont fait le plan de la ville de Lomé, c'est comme ça qu'ils ont fait. Actuellement, tout ce qu'il y a comme réserve administrative de l'État, ça a été bradé. Ça a été partagé entre les juges et les officiers, tout ce que vous connaissez, les ministres. Il suffit que les gens s'entendent. À un moment donné, ils sont en position de force. Ils sont dans ton quartier ici, on avait réservé soit pour un marché ou bien un centre de santé. Ils s'entendent, ils s'appuient sur le plus costaud. Ils se partagent. Toi, tu prends 2 lots, l'autre prend 1 lot. Et puis, ils savent que aucune décision ne peut venir les inquiéter. Et c'est comme ça que les réserves de l'administration ont disparu une à une. Quand tu vas dans certains pays, une ville, dans une capitale similaire à celle de Lomé, quand même, il y a des aires qui donnent une image d'une ville civilisée. Aujourd'hui, quand vous quittez votre domicile à Lomé, le seul endroit où vous pouvez aller être tranquille, c'est à la plage. Exactement. Il n'y a pas de parc, il n'y a rien. Donc, si les gens gèrent un pays et qu'on leur a donné les biens, les hommes et les terres pour gérer, qui n'ont pas su quand même s'organiser de façon à ce que les terres qui appartiennent à l'État puissent être conservées. Et que jusqu'à après avoir fait le forcing dans le foncier privé, après avoir tout vorassé là-bas, ils reviennent se partager le reste, le reliquat du foncier administratif. Ça fait problème. Ça fait problème. N'allez pas demander qu'il fasse un miracle. Donc, comme l'a dit le confrère, moi je connais un juge à Palimé. Quand il est allé en retraite, tous les dossiers qu'il a connus ont été repris. C'est-à-dire, quand ce moment est venu, il est parti. Tout ce qu'il a à connaître comme dossier foncier, on a repris à zéro. Donc c'est triste. Je parle de la ville de Palimé. Je crois que les gens qui s'y connaissent mieux là-bas peuvent venir me démentir. Donc, je pense que quand je dis que notre foncier est à l'image de la capitale, ça dit tout. Bien. Ça dit tout. Donc bon, je crois que Fabrice est pressé de continuer. Comme je l'avais retiré la parole. Est-ce que ce n'est pas un vrai problème aujourd'hui? Si le gouvernement prend des mesures du genre ce projet de loi, ça veut dire que c'est un vrai problème. Il faut régler le problème. Oui, on a l'impression qu'on se réveille tard. Mais je veux d'abord attirer votre attention sur un phénomène. Tu as dû le vivre, Eric. Vous avez vu que pratiquement cette semaine, les problèmes sur le foncier sont revenus dans presque toutes les émissions. Oui. Et là, vous comprenez que tout de suite, les gens commencent par ne plus faire confiance en la justice sur ces questions. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, les gens se rabattent carrément sur les journalistes. Sur les médias. Pour pouvoir. Et quand c'est comme ça, ça devient grave. Parce que bon, nous on va parler, c'est vrai, mais bon, nous on n'a pas les décisions. Et généralement, c'est ça qui devient inquiétant. Et aujourd'hui, sur le plan juridique, vous n'avez aucune garantie. Et quand vous achetez un terrain au titre foncier, tout cela, ce n'est pas encore rassurant. Mais il faut dire que on se réveille un peu tard. Je me demande si le code pourra régler tous ces problèmes-là, parce que... Mais il est censé le régler. Oui. D'une préfecture à une autre, il y a des problèmes fonciers. D'un quartier à un autre, il y a des problèmes fonciers. Oui. D'une famille à une autre, il y a des problèmes. Même dans la même famille, il y a des problèmes fonciers. Et quand c'est comme ça, on va se demander comment ça va se régler. Mais malheureusement, ça a un réel impact sur le développement. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a une certaine gloutonnerie qui s'est entourée. Et tout le monde le dit. Oui, le meilleur business, c'est d'avoir des terrains et les revendre quelques années plus tard. Et tout le monde, tous ceux qui ont de l'argent se lancent là-dessus. Oui. Et effectivement, ce qui fait que sur le plan urbanisation, ça pose problème. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont déjà 3-4 maisons à Lomé et c'est à eux qu'appartiennent les terres dans les alentours de, je sais pas, au niveau de la banlieue. Oui. Bon, maintenant, le jeune cadre qui vient de commencer, qui veut avoir sa maison, est obligé d'aller se retrouver, je sais pas, à Toblekopé, Michintové pour maintenant venir servir en ville. Vous voyez que ça pose problème. Alors qu'ailleurs, c'est dit de telle sorte que quand tu achètes par exemple un terrain au bout d'un certain nombre d'années, tu ne l'exploites pas, on peut te le retirer et redonner ça à quelqu'un d'autre qui est prêt à faire. Parce que qu'est-ce que ça pose? Ça pose un problème de sécurité d'abord. Oui. Vous voyez des terrains vides
Il y en a plein en ville. Il y en a plein en ville. Les gens ont réservé à leurs enfants. Parfois, les enfants ont grandi, n'ont même pas les moyens d'exploiter cela. Ils attendent que le prix augmente pour vendre. Et c'est tout un problème. Et comme j'ai commencé, c'est le danger, c'est qu'on ne fait plus confiance en la justice. Oui. Et parfois, quand vous allez pour un achat de terrain, les garanties qu'on vous donne, on va vous donner le nom d'un juge. Oh, ne t'inquiète pas, s'il y a problème, nous avons tel juge avec nous, il est dans notre église, il y a tel officier, ça va se régler, il ne faut pas avoir peur et tout cela. Mais quand ça se passe comme ça, bon, aujourd'hui les gens sont puissants, oui, mais demain, et quand ça se passe, c'est devant les enfants. Hein. C'est comme quand vous prenez l'histoire de droit, c'est comme quand on va sur les questions de terrain, même les petits-enfants, on les amène, on leur tire les oreilles pour qu'ils se souviennent que le papa cédait. Ça voudrait dire que les enfants voient, même si aujourd'hui son papa n'est pas puissant pour avoir la parcelle, il grandira un jour, il sait qu'un jour son papa s'est plaint parce qu'il y a une injustice sur tel ou tel, et c'est comme cela, et lui viendra et il va se préparer pour reprendre cela. Et aujourd'hui c'est un véritable problème. Je ne sais pas si le code peut vraiment résoudre le 1 millième. Bien, oui, moi, rapidement pour dire il faut que le gouvernement, le terrain, je ne sais pas quoi, tous ces gens-là, ils taxent tous les terrains nus qui sont dans la capitale. Cette histoire de taxation, vous vous rappelez quand on a voulu même taxer lorsqu'il s'agira de taxer les terrains, tout ça, non, lorsqu'il s'agira de taxer les terrains nus, les gens qui ont réservé les terrains en pleine ville, parce qu'il y a un problème qu'on n'a pas soulevé, c'est le mal logement. Quand les gens bloquent les terrains et qu'ils ne construisent rien, et comme Fabrice l'a dit, les gens sont obligés d'aller jusque dans la périphérie, un peu loin pour se loger. Il faut taxer ces terrains. Dès lors qu'on va commencer par taxer ce terrain à travers un cadastre numérique bien précis, les gens vont commencer par réaliser des choses sur ces terrains-là ou les revendre pour que la ville puisse se développer, pour qu'il y ait une certaine harmonie dans la ville. C'est important de le faire. Maintenant, l'autre aspect de la chose, c'est l'impunité. Parce que si demain, il y a par exemple un changement et qu'on veut revoir les choses, mais on peut se retrouver avec la moitié des juges en prison, la moitié des huissiers et des avocats. Et comme ça s'est passé au Ghana, la moitié des notaires qui ont trafiqué les testaments des gens, qui ont pris les terrains des gens. Dans ce pays, il y a un autre phénomène qui gangrène nos sociétés, c'est les notaires qui usurpent les biens des gens et qui vont acheter des appartements un peu partout en Europe et tout ça. Donc moi je pense que demain, il y aura forcément des problèmes comme Fabrice vient de le dire, mais il faut les anticiper. Parce que... Non, le problème, il est là, déjà, puisqu'on en parle. Mais le problème est là, mais il faut commencer par le résoudre. Il faut sanctionner les gens. Il faut, dans ce pays, lutter contre la corruption et surtout l'enrichissement illicite. Il y a un pays qui vient de le décider. Si vous avez un salaire de 80 000, vous avez 5 maisons à Lomé, il faut quand même que vous justifiez. Où est-ce que vous trouvez de l'argent pour... Mais c'est du business. Non, il y a du business mais il faut le justifier. Il faut le justifier. C'est quel genre de business? Il faut le justifier. Donc aujourd'hui, tous les sous que les gens obtiennent dans la corruption, ils investissent dans le foncier et dans les appartements. Vous avez des maisons à Lomé, personne n'est dedans, mais on écrit à louer. Aujourd'hui, le phénomène, c'est appartement meublé. Vous en avez partout à Lomé, dans les quartiers. Personne ne vit dedans, c'est du blanchiment d'argent. Donc vous ne pouvez pas gouverner un pays et laisser la mafia se développer. Pour terminer, ils ne pourront pas taxer ces terrains vides parce que la plupart des terrains c'est pour eux, tout comme la plupart des maisons inhabitées c'est pour eux dans des pays qui sont civilisés. C'est censé être, je vous disais la dernière fois que ces genres de choses, terrains inhabités, maisons habitées avec une taxation raisonnable, ça fait rapporter à la seule ville d'Abidjan plus de 100 milliards à la fin de l'année. Vous l'avez dit. Donc je crois que c'est un peu triste pour notre pays. Merci beaucoup à Abi Alpha. Je rappelle que c'est vous le patron du journal Le Rendez-vous. Credo, t'étais le patron du journal Le Médium. Ferdinand Haïté du bi-hebdomadaire L'Alternative et Fabrice Pétizi du bi-hebdomadaire Le Libéral. Monsieur, merci d'être venu pour le débat. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Rigator. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de La Graine. Il n'y a pas de souci. Taxi FM. Plus de musique, plus de hits.